1878, l'archéologue suédois Hjalmar Stolpe marche entre les tumulus de l'île de Björkö, à 30 km à l'ouest de Stockholm. Le sol sous ses pieds cache 3000 tombes vikings, un cimetière immense qui témoigne de la gloire passée de Birka, cette ville qui fut autrefois le cœur battant du commerce nordique. Entre le 8e et le 10e siècle, Birka contrôlait les routes vers la Baltique et l'Orient. Les dracars y déchargeaient tambres, soieries, armes venues d'aussi loin que Byzance et la péninsule arabique. 700 habitants animaient un marché cosmopolite où se croisaient marchands francs, artisans scandinaves et négociants arabes. On y entendait toutes les langues, on y échangeait les monnaies de tous les empires connus. Cette prospérité a laissé des traces. Des pièces byzantines, arabes, anglaises et franques jonchent le site. Des pions de jeu venus d'Égypte côtoient des armes forgées selon les techniques orientales. Birka était ce carrefour unique où l'Est rencontrait l'Ouest, où les influences se mêlaient dans une effervescence commerciale sans égale en Scandinavie. Mais vers 960, pour des raisons encore débattues, la ville décline brutalement. Ses habitants la désertent, emportant avec eux les secrets d'une époque révolue. Stolpe s'arrête devant une terrasse surélevée qui domine l'ancienne garnison militaire. Un gros bloc de pierre marque l'emplacement. L'archéologue sait qu'il tient quelque chose d'exceptionnel. La position géographique de cette sépulture est bien trop stratégique pour être anodine. Celui qui repose ici voulait être vu, même dans la mort. Il supervise le creusement. Lentement, une chambre funéraire en bois apparaît, mesurant 3,45 m de long sur 1,75 m de large. À l'intérieur, un corps effondré d'une position assise, vêtu de soieries brodées de fils d'argent. Mais ce sont les objets funéraires qui coupent le souffle à Stolpe. Une épée repose près de la main gauche, une hache de combat près de la droite. 2 boucliers encadrent le corps, un dessus, un dessous. Une lance, des flèches capables de percer une armure, un couteau de combat complètent cet arsenal. Au pied du squelette, 2 chevaux entiers ont été sacrifiés, une jument et un étalon disposés l'un contre l'autre. Et puis, détail singulier entre tous, un plateau de jeu repose sur les genoux du défunt. Les pièces sont encore en place, fabriquées à partir de fanons de baleine et de bois d'andouiller. 28 pièces au total, dont une marquée d'un clou de fer pour désigner le roi du jeu. Stolpe catalogue la tombe sous l'appellation BJ 581. Pour lui comme pour tous ses contemporains, aucun doute n'est possible. Cet équipement militaire complet, cette position dominante, ce mobilier funéraire somptueux ne peuvent appartenir qu'à un homme, un guerrier de haut rang, un chef militaire, peut-être même un stratège capable de diriger des armées entières. La tombe devient rapidement l'archétype même de la sépulture d'un guerrier viking. On la cite dans tous les ouvrages, on la compare au personnage de la chevauchée des Walkyries de Wagner. Elle incarne pendant plus d'un siècle ce qu'était censé être un grand guerrier nordique. Mais quelque chose cloche. Certains os présentent des caractéristiques troublantes. Rien de flagrant, juste des détails anatomiques qui ne collent pas parfaitement avec l'image du colosse barbu que tout le monde imagine. Stolpe note ces particularités, les consigne dans ses rapports, puis les classe. Après tout, un guerrier de cette envergure ne peut être qu'un homme. Cette certitude est si ancrée qu'elle éclipse toute remise en question. Le squelette rejoint les collections du musée, étiqueté, catalogué, rangé dans les certitudes de son époque. Pendant près d'un siècle, personne ne remet en cause cette identification. La tombe BJ 581 traverse les décennies comme une vérité établie, un exemple parfait de ce que fut la société viking. Les historiens la citent, les archéologues s'y réfèrent, les manuels la reproduisent. Elle devient une icône, un symbole si puissant qu'il en devient intouchable. Mais la science, elle, ne dort jamais. Et parfois, il suffit d'un regard neuf pour que les certitudes les plus solides s'effondrent. 1970, presque un siècle après la découverte de Stolpe, une jeune archéologue se penche sur les ossements de la tombe BJ 581. Sa mission est simple, du moins en apparence, inventorier les restes humains du site de Birka, mesurer, cataloguer, archiver. Mais quand elle examine le squelette du grand guerrier, quelque chose la frappe immédiatement. La forme du bassin ne correspond pas. La largeur des os pelviens, la structure de la mandibule,
tout indique qu'elle n'a pas affaire à un homme. L'archéologue prend des notes, vérifie ses mesures, recommence. Le doute s'installe. Comment est-ce possible qu'un guerrier de cette importance, enterré avec autant d'honneur militaire, puisse être une femme? Dans le monde académique des années 1970, suggérer qu'une femme viking ait pu être un chef militaire relève de l'hérésie. La société nordique était patriarcale. Tous les spécialistes s'accordent sur ce point. Les femmes avaient certes des droits, elles pouvaient posséder des biens, hériter, devenir marchandes. Mais guerrières. Commandante d'armée? Impossible. La jeune chercheuse publie néanmoins ses conclusions. Les réactions sont immédiates et brutales. On conteste sa méthodologie, on remet en question son expertise, on invoque 1000 raisons pour expliquer pourquoi elle doit se tromper. Peut-être les os ont-ils été mal étiquetés lors des fouilles du XIXe siècle. Peut-être proviennent-ils de plusieurs squelettes différents mélangés au fil du temps. Peut-être s'agit-il d'une erreur de stockage, d'une confusion avec une tombe voisine. Toutes ces hypothèses sont plausibles, et elles ont l'avantage de préserver l'ordre établi. Face à ce mur de scepticisme, les conclusions de l'archéologue sont reléguées au rang de curiosité sans suite. Le dossier est classé. L'affaire enterrée. La tombe BJ 581 reste celle d'un guerrier masculin dans l'esprit de tous. Les décennies passent. Le squelette continue de reposer dans ses réserves, gardien silencieux d'un secret que personne ne veut entendre. Mais la vérité, comme l'eau qui finit toujours par trouver une fissure, ne se laisse pas oublier si facilement. En 2014, Anna Kjellström, archéobiologiste à l'Université de Stockholm, reprend le dossier. 44 ans se sont écoulés depuis les premières observations troublantes. Les technologies ont évolué, les méthodes d'analyse se sont affinées et surtout, les mentalités commencent à changer. Kjellström examine méthodiquement chaque fragment osseux. Le bassin d'abord. Seul un petit morceau demeure intact après 1000 ans passés sous terre, mais sa largeur ne laisse aucune place au doute. Ses proportions ne peuvent appartenir qu'à une femme. La mandibule ensuite, les dimensions, l'angle de la mâchoire, la robustesse des attaches musculaires, tout confirme la première impression. Kjellström élargit son analyse. L'usure des dents indique un individu d'environ 30 ans au moment du décès. Les jonctions osseuses témoignent d'une ossature complète, d'un corps parvenu à maturité. Les mesures anthropométriques suggèrent une taille d'environ 1,70 m, grande pour l'époque. Mais le plus important reste la cohérence de l'ensemble. Tous les marqueurs anatomiques pointent dans la même direction. L'archéobiologiste publie ses résultats en 2014. Cette fois, l'étude est solide, documentée, irréfutable sur le plan ostéologique. Pourtant, la communauté scientifique reste divisée. Pour certains chercheurs, accepter qu'une femme ait pu occuper une position aussi élevée dans la hiérarchie militaire viking reviendrait à remettre en question des décennies de recherche. La vision d'une société nordique patriarcale, structurée autour de guerriers masculins partant en raid pendant que les femmes tenaient les fermes, cette vision est trop ancrée pour être abandonnée sans résistance. Les arguments fusent. On invoque à nouveau la possibilité d'une confusion d'ossements. On suggère que la femme n'était peut-être qu'une épouse ou une fille enterrée selon le statut de son mari ou de son père. On propose qu'elle appartenait à une famille de guerriers sans en être une elle-même. Charlotte Edenstierna Johnson, archéologue à l'université d'Uppsala, décide d'aller plus loin. Elle comprend qu'il faut une preuve définitive, quelque chose qui ne laisse aucune place à l'interprétation. En 2017, elle constitue une équipe pluridisciplinaire réunissant généticiens, archéogénéticiens, ostéologues et spécialistes de l'ère viking. Leur objectif est clair: déterminer une fois pour toutes le sexe biologique du guerrier de Birka et, si possible, éclaircir son origine géographique. Le laboratoire de génétique de l'Université de Stockholm reçoit 2 échantillons prélevés sur le squelette de la tombe BJ 581. Le premier provient d'une canine, le second d'un os du bras. Maja Krzewinska, bioarchéologue spécialisée en analyse ADN, prend en charge l'examen. La technique qu'elle va utiliser permet d'extraire et de séquencer l'ADN nucléaire, celui qui contient les chromosomes déterminant le sexe biologique. Chez les humains, les femmes possèdent 2 chromosomes X,
tandis que les hommes en ont un X et un Y. Les résultats tombent après plusieurs semaines d'analyse minutieuse. L'ADN nucléaire ne révèle aucune trace de chromosome X. En revanche, 2 chromosomes X sont clairement identifiés. La conclusion est scientifiquement incontestable. Le guerrier de Birka était une femme. Mais l'équipe va plus loin. Elle analyse également l'ADN mitochondrial, celui qui se transmet uniquement par la mère et qui reste identique pour tous les os d'un même individu. Ce test vise à vérifier l'intégrité de la sépulture. Si les ossements proviennent de plusieurs personnes différentes, l'ADN mitochondrial le révélera immédiatement. Le résultat dissipe les derniers doutes. L'ADN mitochondrial est identique sur tous les fragments analysés. Tous les os appartiennent bien à la même personne. Il n'y a eu aucun mélange, aucune confusion. La femme de la tombe BJ 581 mesure son analyse de type T2b, un haplogroupe commun en Angleterre, en Islande et dans les pays scandinaves. L'analyse des isotopes de strontium, un élément présent dans les os qui reflète le régime alimentaire et l'origine géographique, indique des marqueurs similaires à ceux des populations vivant dans les anciennes zones d'influence viking. Impossible toutefois de déterminer si elle est née à Birka ou si elle s'y est installée plus tard dans sa vie. En septembre 2017, l'équipe de Hedenstierna Johnson publie ses conclusions dans l'American Journal of Physical Anthropology. Le titre ne laisse place à aucune ambiguïté. Une guerrière viking confirmée par la génomique. Les médias du monde entier s'emparent de l'information. Le Washington Post titre que le squelette du guerrier a été identifié comme féminin 128 ans après sa découverte. National Geographic y consacre un dossier complet. La nouvelle fait sensation parce qu'elle remet en question une image profondément ancrée dans l'imaginaire collectif. Les chercheurs ne se contentent pas d'affirmer que le squelette est celui d'une femme. Ils vont plus loin en analysant le contexte archéologique. L'équipement militaire retrouvé dans la tombe représente l'arsenal complet d'un guerrier professionnel. L'épée, forgée selon des techniques sophistiquées, témoigne d'un statut social élevé. Les 2 boucliers suggèrent une utilisation tactique sur le champ de bataille. Les flèches perforantes étaient capables de transpercer les armures de l'époque. La lance et la hache complètent un arsenal cohérent avec celui d'un combattant expérimenté. Mais c'est le plateau de jeu qui fascine particulièrement les chercheurs. Ce type d'objet n'accompagne que rarement les défunts vikings. Quand il apparaît dans une tombe, il signale généralement un individu capable de penser la stratégie militaire, quelqu'un qui planifiait les campagnes, qui disposait les troupes, qui anticipait les mouvements ennemis. Le jeu en question, le Schnefatafel ou table du roi, était directement lié aux compétences tactiques. On y jouait pour s'entraîner à la réflexion stratégique, pour développer sa capacité à prévoir plusieurs coups à l'avance. La position même de la tombe renforce cette interprétation. Située sur une terrasse dominant la garnison militaire, elle occupe une place de choix dans la topographie du site. Quiconque passait à Birka pouvait voir le rocher qui la marquait. Cette visibilité n'était pas un hasard. Dans la société viking, l'emplacement d'une sépulture reflétait le statut du défunt. Les guerriers de haut rang, ceux qui avaient commandé des hommes et remporté des victoires, méritèrent d'être enterrés là où leur mémoire resterait vivante. Les 2 chevaux sacrifiés ajoutent une dimension supplémentaire. Posséder 2 montures était un luxe. Cela signifiait la richesse, certainement, mais aussi la mobilité tactique. Un chef militaire avait besoin de chevaux pour se déplacer rapidement, pour superviser ses troupes, pour mener des reconnaissances. Le fait qu'on ait sacrifié une jument et un étalon suggère que la personne enterrée utilisait réellement ces animaux dans un contexte militaire. Hedenstierna Johnson et son équipe concluent que l'individu de la tombe BJ 581 est la première femme guerrière viking de haut rang confirmée par la science. La formulation est prudente mais claire. Ils ne prétendent pas que toutes les femmes vikings étaient des guerrières. Ils affirment simplement que cette femme-là, dans ce contexte précis, occupait une fonction militaire de premier plan. Elle dirigeait probablement des troupes, participait aux décisions tactiques, combattait peut-être même aux côtés de ses hommes. La publication de l'étude déclenche une controverse d'une intensité rare dans le monde académique. Judith Jesch, professeure d'études viking à l'université de Nottingham et spécialiste reconnue des femmes à l'époque viking, publie une critique détaillée sur son blog quelques jours seulement après la sortie de l'article.
Ses arguments sont méthodiques et percutants. Elle ne conteste pas les résultats génétiques. Les données ADN sont claires et Jesh reconnaît volontiers que le squelette est bien celui d'une femme. Mais elle remet en question l'interprétation qui en est faite. Selon Jesh, affirmer que cette femme était une guerrière sur la seule base de son mobilier funéraire relève de la spéculation prématurée. Les armes et les objets militaires trouvés dans une tombe ne prouvent pas nécessairement que le défunt les utilisait de son vivant. Ils peuvent représenter des héritages familiaux, des symboles de statut social, ou même des dons funéraires reflétant le rang de la famille plutôt que les activités personnelles de l'individu enterré. Le plateau de jeu, argument central des auteurs de l'étude, ne constitue pas, selon elle, une preuve de compétence tactique. Ce type d'objet peut avoir une dimension symbolique ou rituelle sans lien direct avec une fonction militaire réelle. Jesh soulève également une question méthodologique fondamentale. Depuis la découverte de la tombe en 1878, près de 140 ans se sont écoulés. Les ossements ont été manipulés, déplacés, stockés dans différents endroits. Durant toutes ces années, des contaminations ou des mélanges ont pu se produire. Même si l'ADN mitochondrial suggère que tous les os analysés proviennent du même individu, rien ne garantit que tous les os présents dans la collection appartiennent au squelette original. D'autres tombes ont été fouillées à proximité pendant la même période. Des erreurs d'étiquetage restent possibles. Enfin, et c'est peut-être son argument le plus troublant, Jesh reproche aux chercheurs de ne pas avoir exploré toutes les explications alternatives. Pourquoi des ossements féminins se retrouveraient-ils dans une tombe de guerrier? Plusieurs hypothèses méritent d'être examinées. La femme pouvait être l'épouse d'un chef militaire, enterrée selon le rang de son mari. Elle pouvait appartenir à une lignée de guerriers sans avoir elle-même combattu. Elle pouvait incarner un rôle rituel ou symbolique dans la société viking, un statut qui justifierait un enterrement avec des armes sans impliquer une participation directe au combat. La critique de Jesh touche un point sensible. Elle accuse implicitement l'équipe de Hedenstierna Jonsson d'être influencée par les désirs du XXIe siècle. La fascination contemporaine pour les femmes guerrières, alimentée par la culture populaire et les séries télévisées comme Vikings, risque de fausser l'interprétation des données archéologiques. Les chercheurs veulent tellement prouver l'existence de guerrières vikings qu'ils sont prêts à surinterpréter les indices disponibles. Cette remarque soulève une question épistémologique cruciale. Comment distinguer ce que les données nous disent vraiment de ce que nous voulons qu'elles nous disent? D'autres voix se joignent au débat. Certains archéologues pointent le fait que personne ne remettait en question l'identité guerrière du squelette quand tout le monde le croyait masculin. Pendant 130 ans, les mêmes armes, le même plateau de jeu, la même position géographique ont suffi pour affirmer qu'on avait affaire à un grand chef militaire. Mais dès qu'on découvre que le squelette est féminin, soudain ces preuves ne sont plus assez solides. N'y a-t-il pas là un double standard révélateur de nos propres préjugés? Charlotte Hedenstierna Jonsson répond point par point aux critiques. Sur la question de l'intégrité des ossements, elle rappelle que l'analyse ADN a été menée sur plusieurs fragments différents, tous donnant les mêmes résultats. La probabilité d'une contamination généralisée reste infinitésimale. Sur la signification des armes, elle souligne que la tombe BJ 581 ne contient aucun objet typiquement féminin de l'époque. Pas de bijoux, pas d'outils de tissage, pas de fibules ornementales. Si cette femme n'était pas guerrière, pourquoi l'aurait-on enterrée exclusivement avec un équipement militaire? Hedenstierna Jonsson insiste également sur le contexte archéologique global. La chambre funéraire en bois, les vêtements de soie brodés d'argent, les 2 chevaux sacrifiés, tout indique une personne de très haut rang. Dans la société viking, le statut social se manifestait à travers les funérailles. On n'enterrait pas n'importe qui avec autant de faste. Le choix des objets funéraires reflétait l'identité sociale du défunt, ce qu'il ou elle avait été dans la vie. Écarter l'hypothèse guerrière, c'est ignorer la cohérence de l'ensemble. Le débat prend une dimension philosophique. Qu'est-ce qui définit un guerrier? Faut-il avoir combattu personnellement pour mériter ce titre? Un stratège qui planifie les batailles sans manier l'épée est-il moins guerrier qu'un soldat au front? Un chef militaire qui commande à distance est-il moins légitime qu'un combattant de première ligne? Ces questions dépassent largement le cas de la tombe BJ 581.
elles interrogent nos conceptions même du rôle militaire et de la place des femmes dans les sociétés anciennes. En 2019, l'équipe de Hedenstierna Jonsson publie un second article dans la revue Antiquity. Cette fois, ils fournissent des informations méthodologiques encore plus détaillées et réaffirment leurs conclusions. Le titre lui-même marque une évolution. Femmes guerrières vikings, réévaluation de la tombe BJ 581. Le point d'interrogation reconnaît la nécessité d'une interprétation prudente. Les auteurs admettent que d'autres conclusions restent possibles, mais ils maintiennent que les données disponibles soutiennent l'hypothèse d'une femme ayant occupé une fonction militaire de haut niveau. La controverse autour de la guerrière de Birka ne surgit pas dans un vide historique. Les sagas nordiques, ces récits épiques composés entre le XIIIe et le XIVe siècle, fourmillent de figures féminines guerrières. Les skjaldmøs, littéralement les filles du bouclier, y apparaissent régulièrement. Ces femmes abandonnent les rôles traditionnels pour prendre les armes et combattre aux côtés des hommes. Certaines commandent même leurs propres troupes. Lagertha est probablement la plus célèbre de ces guerrières légendaires. Saxo Grammaticus, moine et historien danois du XIIe siècle, la décrit dans sa Gesta Danorum comme une amazone talentueuse qui aida Ragnar Lodbrok à remporter une bataille décisive contre le roi de Suède. Selon Saxo, Lagertha combattait avec ses cheveux libres flottant sur ses épaules et tous furent émerveillés par ses actes incomparables. Après la bataille, Ragnar lui fit la cour. Lagertha, pour tester son courage, plaça un chien et un ours à l'entrée de sa maison. Ragnar tua les deux bêtes et gagna ainsi sa main. Mais l'histoire de Lagertha ne s'arrête pas là. Après avoir épousé Ragnar et lui avoir donné des enfants, elle se sépare de lui quand il la répudie pour épouser une princesse suédoise. Des années plus tard, alors que Ragnar fait face à une nouvelle guerre civile, il appelle Lagertha à l'aide. Elle vient à son secours avec 120 navires. Au plus fort de la bataille, quand les troupes de Ragnar vacillent, Lagertha mène une contre-attaque décisive qui lui apporte la victoire. Puis elle retourne en Norvège où, selon certaines versions, elle tue son second mari avec une lance pour régner seule sur ses terres. Hervor, héroïne de la saga de Hervor et du roi Eidrekr, offre un autre exemple. Dès l'enfance, elle refuse les activités considérées comme féminines. Au lieu de tisser et de tenir la maison, elle pratique l'épée, monte à cheval, tire à l'arc. Adulte, elle se déguise en homme, devient pirate et part à la recherche de Tyrfing, l'épée maudite de son père. Elle la réclame comme héritage dans la tombe paternelle, puis mène une vie d'aventure jusqu'à ce qu'elle décide de se marier et d'avoir des enfants. Sa petite fille, qui porte le même nom, commande plus tard des troupes contre les Huns et meurt au combat, mortellement blessée mais debout jusqu'au bout. Freydis Eiriksdottir, fille d'Éric le Rouge, apparaît dans la Eiriks saga Rauda. Enceinte, elle accompagne une expédition au Vinland, sur les côtes de l'actuelle Amérique du Nord. Quand les autochtones attaquent les Vikings, Freydis, malgré sa grossesse, saisit une épée. Elle frappe sa propre poitrine nue avec le plat de la lame en poussant des cris de guerre. Les assaillants, stupéfaits par ce spectacle, prennent peur et se retirent. Plus tard, lors d'une dispute entre colons, Freydis n'hésite pas à ordonner le massacre des femmes d'une expédition rivale, allant jusqu'à les tuer elle-même quand ses hommes refusent. Brunehild, dans la Völsunga saga, est une skjaldmø associée aux Valkyries. Puissante guerrière, elle s'éprend du héros Siegfried, mais se retrouve piégée dans un mariage arrangé avec un autre homme. Quand elle découvre la trahison, elle orchestre la mort de Siegfried dans une vengeance terrible. La saga décrit son courage au combat, sa fierté indomptable et sa fin tragique sur le bûcher funéraire de son amant assassiné. Selon Saxo Grammaticus, 300 skjaldmøs participèrent à la bataille de Bravellir en 750. Ces femmes combattaient dans les rangs danois, portant boucliers et épées, indiscernables des guerriers masculins jusqu'à ce que leurs cheveux, parfois visibles sous leur casque, trahissent leur identité. L'historien byzantin Jean Skilitses mentionne également la présence de femmes dans les troupes du prince Sviatoslav lors de la campagne de Bulgarie en 971. Après la bataille de Doristolon, les soldats byzantins découvrirent avec stupéfaction les cadavres de nombreuses femmes armées parmi les morts vikings. Ces récits posent une question complexe. Quelle est leur part de vérité historique?
Saxo Grammaticus écrivait au XIIe siècle, 3 siècles après les événements qu'il décrit. Il s'inspirait des traditions orales, des sagas islandaises, mais aussi des mythes classiques des Amazones grecques. Ses descriptions de femmes guerrières portent la marque de son époque et de ses propres préjugés. Comme ecclésiastique médiéval, Saxo considérait les skjaldmøs comme des exemples de désordre dans le vieux Danemark païen, un chaos que l'Église et une monarchie stable avaient heureusement corrigé. Les sagas islandaises, composées encore plus tard, mêlent également histoire et légende. Elles racontent des événements réels, mais les embellissent, les dramatisent, les transforment en épopées. Les héroïnes qu'elles mettent en scène sont souvent idéalisées, dotées de qualités surhumaines, mêlées aux dieux et aux forces surnaturelles. Distinguer le fond historique de l'ornement littéraire relève de l'exercice périlleux. Pourtant, ces récits révèlent quelque chose d'important. Ils montrent qu'au moins dans l'imaginaire nordique, l'idée de femme guerrière n'était pas impensable. Les auteurs des sagas pouvaient concevoir des personnages féminins prenant les armes, commandant des troupes, mourant au combat. Cette possibilité existait dans leur univers mental. Qu'elle corresponde ou non à une réalité historique, elle témoigne d'une conception des rôles de genre moins rigide que dans d'autres sociétés européennes médiévales. Les sources non scandinaves sont plus avares en détails. Les chroniqueurs francs, anglais ou arabes qui décrivent les raids vikings ne mentionnent généralement pas de femmes combattantes. Ils parlent de guerriers masculins semant la terreur sur les côtes, pillant les monastères, assiégeant les villes. Mais ces observateurs extérieurs avaient-ils vraiment la capacité de distinguer des femmes parmi les assaillants vikings? Les chroniques médiévales se concentrent sur les événements spectaculaires, pas sur les détails sociologiques. Le silence des sources externes ne prouve pas l'absence, il révèle surtout les limites de notre documentation. Quelques indices archéologiques viennent néanmoins nourrir la réflexion. Des bijoux datant du IXe siècle, découverts sur plusieurs sites du sud de la Scandinavie, portent des représentations de figures féminines armées. Ces pendentifs montrent des femmes tenant boucliers et épées. Certains chercheurs y voient des valkyries, ces créatures mythologiques qui guidaient les âmes des guerriers morts au Valhalla. D'autres suggèrent qu'il pourrait s'agir de représentations de femmes guerrières réelles. La tapisserie d'Osberg présente des figures anthropomorphiques en robes longues, brandissant lances et épées. Leur interprétation fait débat. Sont-ce des valkyries, des skjaldmøs, des représentations symboliques? Une figure tridimensionnelle trouvée à Ørby, au Danemark, montre une femme de l'ère viking tenant une épée et un bouclier. Le public l'a d'abord interprétée comme une valkyrie, mais la mythologie nordique décrit les valkyries avec des lances, jamais avec des épées. Cette incohérence suggère que la figure pourrait représenter une guerrière humaine plutôt qu'une entité mythologique. D'autres tombes contenant des armes et des squelettes féminins ont été découvertes en Scandinavie, notamment 2 en Norvège. Mais ces sépultures n'ont pas encore bénéficié d'analyses ADN aussi poussées que celles de Birka. Leur interprétation reste donc sujette au même débat. Certains y voient la preuve que des femmes vikings portaient effectivement les armes. D'autres maintiennent que la présence d'armes dans une tombe féminine ne suffit pas à prouver une fonction militaire réelle. Pour saisir comment une femme a pu devenir guerrière chez les Vikings, il faut comprendre leur société. Les Vikings n'étaient pas un bloc uniforme. Danois, Norvégiens et Suédois partageaient une culture commune, mais développaient des structures sociales distinctes. Birka occupait une position unique dans ce monde nordique. Centre commercial majeur, la ville attirait des influences de partout. Marchands byzantins, négociants arabes, artisans francs et forgerons scandinaves s'y côtoyaient. Cette diversité créait un environnement cosmopolite où les normes sociales pouvaient être plus souples qu'ailleurs. Les femmes vikings jouissaient de droits remarquables pour l'époque. Elles pouvaient posséder des biens, hériter, gérer des exploitations, divorcer. Ces libertés juridiques les distinguaient nettement des femmes de l'Europe chrétienne médiévale, souvent confinées dans une tutelle masculine permanente. Une femme scandinave pouvait administrer les affaires familiales en l'absence de son mari, prendre des décisions économiques importantes, négocier des alliances. Cette autonomie ne signifiait pas une égalité parfaite. La société viking restait largement patriarcale.
les positions de pouvoir politique appartenaient généralement aux hommes. Les raids et expéditions militaires étaient principalement masculins. Mais le mot « principalement » laisse une marge. Les Vikings ne semblent pas avoir érigé des barrières infranchissables entre rôles masculins et féminins. Une femme exceptionnelle, dotée des qualités nécessaires, pouvait apparemment franchir ces frontières dans certaines circonstances. La religion nordique offrait des modèles de femmes puissantes et guerrières. Les Valkyries servaient Odin en choisissant les guerriers dignes du Valhalla. Freyja, déesse de l'amour mais aussi de la guerre, recevait la moitié des morts au combat dans sa propre salle. Thorgerd Helgabrudr, divinité vénérée en Norvège, protégeait les chefs militaires et influençait l'issue des batailles. Ces figures féminines divines associaient féminité et puissance martiale sans contradiction. Les Volva, prophétesses itinérantes, jouissaient d'un respect considérable dans la pratique religieuse viking. Elles prédisaient l'avenir, conseillaient les chefs, influençaient les décisions politiques et militaires. Leur autorité spirituelle leur conférait un pouvoir réel. Une Volva pouvait annoncer qu'une campagne militaire échouerait, et ce jugement suffisait parfois à annuler l'expédition. Ce précédent de femmes exerçant une autorité traditionnellement masculine dans le domaine religieux suggère qu'une extension similaire au domaine militaire n'était pas totalement impensable. Les expéditions vikings n'étaient pas toujours des raids éclairs. Certaines étaient de véritables entreprises de colonisation où des familles entières embarquaient avec provisions, bétail, outils et enfants. Les femmes participaient à ces voyages comme membres actifs de la communauté. Elles affrontaient les mêmes dangers, tempêtes en mer, attaques d'autochtones hostiles, construction de nouveaux établissements en territoires inconnus. Dans ces conditions, savoir se battre devenait une compétence utile pour tous. Les chroniqueurs contemporains décrivent de leur stupéfaction en voyant débarquer des dracars d'où sortaient non seulement des guerriers, mais aussi des femmes échevelées, armes à la main. Ces témoignages, bien que rares, suggèrent que la présence de femmes dans les expéditions vikings n'était pas exceptionnelle. Leur rôle exact reste débattu. Combattaient-elles régulièrement ou seulement en cas de nécessité absolue? Les sources ne permettent pas de trancher définitivement. Birka offrait un contexte particulièrement favorable à l'émergence de figures atypiques. La ville vivait du commerce, pas de l'agriculture. Sa population comprenait une forte proportion de marchands, d'artisans, d'étrangers. Les structures sociales traditionnelles basées sur la propriété terrière et l'hérédité nobiliaire y étaient probablement moins rigides. La richesse commerciale créait de nouvelles formes de pouvoir qui ne dépendaient pas nécessairement du genre. La garnison militaire que dominait la tombe BJ 581 avait une fonction défensive. Elle protégeait le port et ses entrepôts contre les pirates et les raids. Dans ce contexte, les compétences tactiques primaient sur les conventions sociales. Un commandant capable d'organiser la défense, de prévoir les attaques, de coordonner les troupes, avait de la valeur indépendamment de son sexe. Si la femme de Birka possédait effectivement ces talents, sa société avait peut-être les moyens de les reconnaître et de les utiliser. L'impact de la découverte dépasse l'archéologie scandinave. Elle interroge nos méthodes d'interprétation du passé. Pendant plus d'un siècle, personne n'a remis en question l'identité masculine du guerrier de Birka. Les armes suffisaient comme preuve. Tout semblait cohérent parce que les chercheurs partaient d'un présupposé. Les guerriers sont des hommes. Ce biais d'interprétation ne se limite pas aux études vikings. L'androcentrisme en archéologie est un problème reconnu depuis des décennies. Les outils trouvés dans une tombe masculine sont interprétés comme des instruments de travail ou de guerre. Les mêmes outils dans une tombe féminine deviennent des symboles, des héritages, des dons funéraires dépourvus de fonctions pratiques. Un squelette masculin avec des armes est automatiquement un guerrier. Un squelette féminin avec des armes nécessite des explications alternatives. Cette asymétrie révèle comment nos préjugés contemporains façonnent notre compréhension du passé. Nous projetons sur les sociétés anciennes nos propres divisions de genre, mais rien ne garantit que leur catégorie mentale correspondait aux nôtres. Ce que nous appelons aujourd'hui « genre » peut avoir eu des significations très différentes dans le monde viking. La génétique offre des outils puissants pour dépasser ces biais. L'ADN fournit des données objectives sur le sexe biologique. Mais même la génétique ne résout pas tous les problèmes.
Elle ne dit rien sur la façon dont ces personnes vivaient, sur les rôles qu'elles occupaient, sur la manière dont leur société les percevait. L'interprétation reste nécessaire, et avec elle, le risque de biais persiste. D'autres tombes scandinaves attendent d'être réexaminées. Des chercheurs suédois ont annoncé leur intention d'étudier 2 tombes norvégiennes. Si ces analyses confirment qu'elles contenaient également des femmes, le cas de Birka cessera d'être une anomalie pour devenir le premier exemple d'un phénomène plus répandu. Les femmes guerrières vikings existaient probablement, mais elles restaient vraisemblablement exceptionnelles. La société viking semblait autoriser cette possibilité dans certaines circonstances, une souplesse qui distingue les Vikings de beaucoup de leurs contemporains.